Pendant que l'Amérique entière célébrait le retour d'un enfant enlevé, un autre garçon, resté dans l'ombre, apprenait à disparaître en silence. 20 ans plus tard, ce même garçon allait transformer un des plus beaux parcs nationaux d'Amérique en scène de crime. Et personne, pas même le FBI, ne l'a vu venir. Si vous avez suivi les 2 dernières vidéos sur la famille Steiner et le cas de Steven, vous connaissez déjà son histoire. Mais si vous ne les avez pas écoutées, je vous conseille fortement d'aller les écouter pour pouvoir connaître l'histoire complète de la famille Steiner. Steven Steiner a été enlevé à 7 ans, retenu captif pendant 7 ans, devenu à 14 ans le sauveur d'un autre enfant qui venait d'être kidnappé aussi. Une histoire d'horreur qui se termine contre toute attente dans la lumière avant de se terminer trop tôt par un accident tragique. Mais il y a un deuxième garçon dans cette famille, un garçon qui n'a jamais été enlevé, qui est resté à la maison, qui a grandi dans l'ombre d'une tragédie qui n'était pas la sienne. Cary Steiner, le grand frère de Steven Steiner. Et ce qu'il va faire, parce que 20 ans après la disparition de son frère, va choquer un pays tout entier et transformer une des plus beaux parcs nationaux d'Amérique en scène de crime. Partie 1. L'enfant laissé derrière. Cary Anthony Steiner est né le 13 août 1961 à Merced, en Californie. Il est l'aîné des 5 enfants de Delbert et Keith Steiner. Dès l'âge de 3 ans, Cary est diagnostiqué avec de la trichotillomanie, une compulsion obsessionnelle à s'arracher les cheveux. Ça lui cause des ongles chauves qu'il tentera de cacher toute sa vie sous des chapeaux, et ça lui vaut aussi d'être harcelé à l'école. Au secondaire, il est décrit comme un solitaire tranquille, mais un dessinateur de talent qui fait des caricatures pour le journal étudiant. Certains proches pensaient même à l'époque qu'il deviendrait dessinateur ou graphiste professionnel. Vers l'âge de 11 ans, selon des évaluations psychiatriques qui seront présentées bien plus tard à son procès, Cary est agressé sexuellement par son oncle Jesse Steiner, un homme qui sera plus tard reconnu coupable d'agression sur mineur et qui a la garde de plusieurs neveux malgré une réputation déjà connue dans la famille élargie. Selon les évaluations, l'oncle montre d'abord à Cary et à un cousin des photos de jeunes filles nues avant de partager le même lit que Cary cette nuit-là. Et Cary se réveille pour découvrir son oncle en train de tenter de l'agresser. C'est dans ce contexte, déjà fragile, que le 4 décembre 1972, Steven, alors âgé de 7 ans, disparaît en rentrant de l'école. Cary a 11 ans. Il était censé le ramener. Il s'en veut énormément. Pendant 7 ans, les parents de Cary vivent dans l'angoisse de la disparition de leur fils. Ils cherchent, ils espèrent, ils pleurent. Et Cary, l'enfant qui est là, et qui est présent, qui est visible, vit dans l'ombre, est absent. Ses parents lui remettent souvent le fait que le frère est disparu parce qu'il n'est pas allé le chercher. Cary dira plus tard qu'il se sentait négligé pendant que ses parents pleuraient la disparition de Steven. Un ami d'enfance raconte dans un documentaire: Cary était très bouleversé. J'ai entendu des histoires comme quoi il sortait faire des vœux sur une étoile que son frère rentre à la maison. Je crois qu'il était censé être avec son frère, donc je crois qu'il y a une certaine culpabilité chez Cary sur le fait qu'il se sentait peut-être un peu responsable. Il était censé vraiment être avec son frère ce jour-là. Si Cary avait été là, le drame ne se serait peut-être pas produit. Ou ils auraient été enlevés tous les deux. Cary vivra avec ce poids toute sa vie. Partie 2. Le retour de Steven et une seconde tragédie familiale. Quand Steven revient en 1980,
héros national, couverture de journaux, mini-série à venir, Carrie disparaît encore davantage dans l'ombre. Personne ne lui demande comment il va, lui. Comment il a vécu ces 7 ans d'absence de son frère. Comment il gère le retour d'un étranger qui porte le nom de son frère, mais qui n'est plus le même enfant. Carrie dira plus tard qu'il était jaloux de son frère et frustré par toute l'attention médiatique qu'il recevait. Steven a un film sur sa propre histoire. Steven meurt dans un accident de moto le 16 septembre 1989. Carrie a alors 28 ans. L'année suivante, en 1990, une deuxième tragédie frappe la famille. Jesse Steiner, l'oncle qui avait agressé Carrie et chez qui Carrie vivait à l'époque, est retrouvé abattu chez lui. Le meurtre ne serait jamais résolu. Après l'arrestation de Carrie en 1999, certains se demanderont s'il n'était pas lui-même responsable de cette mort, sans qu'aucune preuve n'ait jamais été établie de ce lien. C'est quand même étrange qu'il retourne vivre chez son oncle qui l'avait agressé et que soudainement, peu de temps après, cet oncle décède. En 1991, Carrie tente de se suicider par inhalation de monoxyde de carbone. En 1995, il est brièvement admis dans un établissement psychiatrique après avoir dû traverser une dépression nerveuse. Il est relâché après traitement. En 1997, il est arrêté pour ses possessions de marijuana et de méthamphétamine. Les accusations seront finalement abandonnées. Cette même année, en 1997, Carrie décroche un emploi comme homme à tout faire au Cedar Lodge, un motel à El Portal, juste à l'extérieur de l'entrée en arche de la route 140 du parc national de Yosemite. Le gérant du motel le trouve travaillant et honnête. Il répare l'électricité, la plomberie, livre des serviettes et de la literie aux chambres. C'est là qu'il va croiser, 2 ans plus tard, ses futures victimes. Partie 3. Février 1999. Les disparitions de Carole, Julie et Sylvina. Le 12 février 1999, Carole Sand, 42 ans, sa fille Julie, 15 ans, et Sylvina Peloso, 16 ans, une étudiante argentine en échange qui voyage avec elle, quittent leur domicile d'Eureka en Californie pour des vacances près de Yosemite. Le 14 février, elle s'installe au Cedar Lodge. Le soir du 15 février 1999, un coup frappe à la porte de leur chambre. C'est l'homme à tout faire du motel, venu, dit-il, réparer une fuite dans la salle de bain. Carrie avoue plus tard être entré sous prétexte avoir sorti une arme, puis attaché les 3 femmes avec du ruban adhésif. Il enferme les 2 adolescentes dans la salle de bain, pendant qu'il tue Carole Sand. Ce qui suit, dans les heures qui viennent, est parmi les plus sombres de toute l'enquête. Sylvina est tuée à son tour et Julie est gardée en vie plusieurs heures de plus avant d'être tuée. Plus loin, près d'un lac. Les 2 adolescents sont agressés pendant cette captivité. Un détail confirmé par la confession de Carrie est retenu par les tribunaux, mais qu'on ne détaillera pas davantage ici. Il cache les corps de Carole et Sylvina dans le coffre de la voiture de location des victimes, puis se débarrasse du corps de Julie séparément à une distance de plusieurs kilomètres. Quelques jours plus tard, dans une tentative délibérée de brouiller les pistes, Carrie dépose le portefeuille de Carlson dans une rue de Modesto, un détail qu'il confessera seulement des mois plus tard. Il devient alors le Yosemite Killer. Partie 4. Une enquête qui se trompe de cible. La disparition des 3 femmes déclenche l'une des enquêtes les plus médiatisées de l'histoire récente de la Californie. Le FBI, en collaboration avec les comtés environnants, forme une équipe spéciale. Les enquêteurs interrogent le personnel de Cedar Lodge, dont Carrie, un interrogatoire de routine. Il n'a aucun antécédent de violence, reste calme durant l'entretien et n'est pas retenu comme suspect. À la place, l'enquête se tourne vers d'autres pistes en apparence bien plus prometteuses.
Billy Joe Strange, 39 ans, un ancien détenu en liberté conditionnelle qui travaillait au bar et au restaurant du Cedar Lodge, là où les victimes avaient été vues pour la dernière fois. Il est arrêté début mars, après avoir, semble-t-il, senti l'alcool lors d'un rendez-vous avec un agent de probation. Le FBI pousse fortement pour son arrestation. Darrell Green Stephens, 55 ans, le colocataire de Strange, condamné en 1978 pour viol et vol incarcéré à la mi-mars pour ne pas s'être enregistré comme délinquant sexuel. D'autres personnes gravitant autour de ce même réseau sont interrogées, parfois arrêtées pour des motifs sans rapport. Vol de chèques, absence avec une comparution pour des accusations de drogue. Fin juin 1999, le FBI déclare publiquement qu'il est confiant. Les responsables du triple meurtre sont, selon eux, déjà derrière les barreaux. Mais ils avaient tort. Partie 5. Le meurtre de Joy Armstrong et l'arrestation. Le 21 juillet 1999, Joy Ruth Armstrong, 26 ans, naturaliste employée par le Yosemite Institute, est portée disparue. Le lendemain, son corps décapité est retrouvé près de sa cabane dans la petite communauté de Foresta, à l'intérieur même du parc national. Des témoins ont vu un véhicule bleu, un International Scout de 1972 ou 1979, garé près de la cabane la veille. La police retrace le véhicule jusqu'à son propriétaire, Cary Stayner, 37 ans, l'homme à tout faire du Cedar Lodge, déjà interrogé brièvement et sans suite au sujet des 3 meurtres de février. Cette fois, les agents le retiennent, fouillent son camion, confisquent son sac à dos. Ils l'avertissent de ne pas quitter la région. Mais Cary disparaît pendant environ une journée. Il est retrouvé le samedi 24 juillet, à plus de 3 heures de route, au camp nudiste de Laguna del Sol, près de Wilton, un endroit qu'il fréquentait régulièrement les jours de congé, avec la randonnée comme l'une de ses seules passions connues. C'est l'agent spécial du FBI, Jeff Rennick, qui le ramène en voiture jusqu'au bureau du FBI à Sacramento pour l'interroger. Pendant le trajet, Rennick, remarquant une ressemblance entre Stayner et le héros du film, Billy Jack, lui demande s'il a vu le film. Cary nie d'abord. Environ 90 minutes plus tard, après avoir établi une forme de rapport avec l'agent durant la route, Cary surprend Rennick en récitant plusieurs répliques du film Mémoire. Ce lien aussi étanche facile semble avoir ouvert la porte. Durant l'interrogatoire qui suit, Cary confesse les 4 meurtres. Celui de Joy et ceux de Carol, Julie et Sylvina. Sa confession contient des détails que, selon le FBI, seul le tueur pouvait connaître, avec une précision suffisante pour permettre de retrouver des éléments de preuve matériels, notamment les armes utilisées. Avant de finaliser les aveux, Stayner formule plusieurs demandes aux agents. Premièrement, que la récompense promise pour des informations soit versée à ses parents, qu'ils soient incarcérés dans une prison proche du domicile familial et, de façon particulièrement troublante, qu'on lui fournisse une grande quantité de pornographie infantile. Cette dernière demande ne lui sera jamais accordée. Stayner confessera finalement sans qu'aucune de ces conditions ne lui soit donnée. Partie 6. Le procès et la défense de la folie. Cary plaide coupable en cour fédérale pour le meurtre de Joy Armstrong, une décision stratégique pour éviter la peine de mort. En novembre 2000, il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour ce meurtre. Pour les 3 meurtres de Carol Sand, Julie Sand et Sylvina Peloso, jugés en cours d'État, le procès a lieu à Santa Clara après un changement de lieu motivé par l'ampleur de la couverture médiatique dans le comté de Mariposa. Cary plaide non coupable pour cause de folie. Ses avocats bâtissent une défense autour d'un lourd historique familial, abus sexuels sur 3 générations,
Selon l'évaluation du psychiatre George Woods, qui a passé plus d'1 an à examiner Carrie à la prison du comté de Fresno et à interroger des proches, les rapports de Woods révèlent que le père de Carrie, Delbert Steiner lui-même, avait été accusé en 1986 d'avoir agressé sexuellement ses filles et avait été condamné à suivre une thérapie ordonnée par l'État. Une parente de la famille confie au psychiatre: les abus sexuels sur les enfants, ça dure depuis si longtemps dans cette famille que c'est comme une maladie. D'autres experts, dont le docteur José Silva, témoignent que Carrie souffre d'un trouble anxieux avec des traits de stress post-traumatique, d'un léger trouble du spectre de l'autisme, d'un trouble obsessionnel compulsif et de paraphilie. Même l'expert appelé par le procureur, le psychiatre Park Dietz, reconnaîtra que Carrie fait preuve d'empathie et n'est pas un psychopathe au sens clinique. Mais aucun de ces diagnostics ne satisfait le seuil légal de la folie. En 2002, un jury le déclare légalement sain d'esprit et le reconnaît coupable de 3 chefs de meurtre au premier degré. Lors de la phase de détermination de la peine, Carrie s'effondre en larmes devant le tribunal et présente ses excuses directement à la famille de Joy Armstrong. Il mentionne: « Je regrette d'avoir fait cette chose terrible. Je m'abandonnais à des rêves sombres terribles que j'essayais de réprimer. Je suis tellement désolé. J'aimerais pouvoir vous dire pourquoi, mais je ne le sais pas moi-même. » Leslie Armstrong, la mère de Joy, se met à pleurer en l'écoutant et dira plus tard croire que ses excuses étaient sincères. Cela ne changera rien à la sentence. Le 9 octobre 2002, le jury fixe la peine de mort pour les 3 meurtres du Cedar Lodge et Carrie est officiellement condamné en décembre de la même année. Depuis, il est incarcéré au couloir de la mort de la prison d'État de San Quentin en Californie. Le 30 avril 2026, la Cour suprême de la Californie rejette à l'unanimité son appel automatique, confirmant à la fois les condamnations et la peine de mort. Dans une décision de 283 pages signée par le juge en chef Patricia Guerrero, une seule juge, Kelly Evans, exprime une opinion dissidente sur la peine, tout en confirmant le verdict de culpabilité et le jugement de santé mentale. Partie 7. Le traumatisme comme facteur, pas comme excuse. Est-ce que le traumatisme familial causé par l'enlèvement de Steven, combiné aux abus sexuels subis par Carrie lui-même, a joué un rôle dans ce qu'il est devenu? Les experts qui l'ont évalué répondent en substance, oui certainement. Pas une cause directe, pas une excuse, mais un facteur parmi d'autres dans la construction d'une psychologie fragile abandonnée à elle-même, ignorée pendant des années et déjà marquée, selon certaines évaluations, par des fantasmes de violence que Carrie situera lui-même dans certaines déclarations avant même l'enlèvement de son frère. Il faut le dire clairement, des millions d'enfants grandissent dans l'ombre d'un frère ou d'une sœur médiatisé, négligé, agressé sexuellement par un proche, et n'en tue jamais personne. Le traumatisme de Carrie ne réduit en rien sa responsabilité dans ce qu'il a fait subir à 4 femmes innocentes. Mais comprendre son parcours aide à comprendre comment une même famille peut porter 2 tragédies aussi radicalement différentes à presque 30 ans d'écart. Dans la même famille, dans les 2 frères, c'est peut-être là que cette histoire est le plus difficile à porter. On peut même dire que dans cette histoire, on voit vraiment l'ombre et la lumière. Partie 8. Delbert et Kay Steiner, les parents qui ont tout perdu. Delbert et Kay Steiner sont les parents qui ont tout perdu et tout retrouvé et tout perdu encore. Ils ont cherché Steven pendant 7 ans. Ils n'ont jamais abandonné. Quand il est revenu en 1980, ils ont essayé de l'accueillir, de le réintégrer. Ce n'était pas parfait. Steven et son père ont eu des conflits. La distance créée par cette inabstance ne se referme pas facilement. Et puis, Steven meurt en 1989 à 24 ans. Et 10 ans plus tard, Carrie est arrêtée pour 4 meurtres.
et le procès dévoile publiquement, au passage, les allégations concernant Delbert lui-même. On ne sait pas comment on porte ça, on ne sait pas comment on continue. Conclusion. L'histoire des Steiner, c'est deux frères, un qui a été enlevé et qui est devenu un héros, un qui est resté et qui est devenu un meurtrier. Ce n'est pas une simple histoire. Il n'y a pas de leçon nette, pas de morale facile, il y a juste une famille ordinaire de Merced en Californie, qui a traversé deux tragédies qu'aucun parent ne devrait jamais avoir apportées. Steven Steiner, qui est mort à 24 ans en héros. Carrie Steiner, qui atteint à San Quentin l'issue de ses derniers recours, qui est désormais réduit après le rejet de son appel automatique en avril 2026. Alors voilà, c'était l'histoire de Steven et Carrie Steiner. On peut clairement voir que dans les deux histoires, on voit vraiment le thème de ma chaîne, l'ombre et la lumière. Donc je vous dirais, si vous avez apprécié ces histoires, j'aimerais beaucoup que vous alliez vous abonner à ma chaîne et que vous me laissiez un like. Si vous avez envie, laissez-moi un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à progresser et ça aide aussi mon travail. Donc sur ce, je vous dis, entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye.